Avec l'argent de vos impôts, l'État et Macron savent se montrer grand prince et aider les amis. Avec votre argent, on maintient la presse de grand chemin en soins palliatifs. Alors, pour endiguer la propagande, le mensonge, la désinformation, ce fric de dingue, il n'y a qu'une seule solution, remplacer le vieux monde médiatique par une vraie presse alternative, par TVL. Notre aide, c'est vous et vous seul. Alors, n'attendez pas, faites un don à TV Liberté. Ensemble, remplaçons ce vieux monde médiatique. La liberté à tout prix. Il faut que l'Europe change et j'essaierai de vous convaincre. C'est ainsi que Viktor Orban commence son discours le 9 octobre dernier devant le Parlement européen. Il vient présenter le programme d'activité de la présidence hongroise, de sa présidence du Conseil de l'Union européenne. Et pour parler de cette présidence hongroise, j'ai le plaisir d'accueillir Thibault Giblin. Bonjour Thibault Giblin, vous êtes chercheur, diplômé de sciences politiques, professeur invité au MCC, au Matthias Corvinus Collegium, et vous êtes un spécialiste de la Hongrie, auteur du livre Viktor Orban joue et gagne. On va voir, puisqu'on va parler de Orban s'il joue et gagne à chaque fois. Thibault Giblin, vous étiez il y a quelques heures encore à Budapest. La présidence hongroise a débuté pour 6 mois, juste après les élections européennes de juin 2024. Est-ce que c'est un atout, un handicap, que cette période post-électorale, concomitante au changement des députés au Parlement européen? C'est plutôt un obstacle, parce que les élections, ça veut dire le renouvellement du Parlement, mais ça veut dire aussi un changement de la Commission qui va arriver dans ces temps-ci, avec des négociations très coriaces. Et pendant tout ce temps-là, en fait, le train législatif, lui, est en suspension. Donc la Hongrie a précisément hérité d'un moment un peu charnière, un peu clé, non seulement aux États-Unis avec l'élection américaine, mais aussi avec l'élection européenne. Cette période a été aussi celle de la création d'un groupe parlementaire soutenu par Viktor Orban, patriote pour l'Europe, devenu la troisième force du Parlement européen avec 84 députés, 12 nationalités, si je ne me trompe pas, notamment pour la France, le Rassemblement national. Une réussite, mais, parce qu'il y a un mais, une action très limitée, notamment par un cordon sanitaire, pas de possibilité d'infléchir ce côté-là, les grandes politiques de l'Union européenne. C'est un échec. Alors, de toute façon, il faut voir toujours le verre à moitié plein. Quand on est face au Léviathan de l'UE, ou dans le cadre occidental, dans cette puissance, je dirais, quasiment totale de l'OTAN, dans nos orientations géopolitiques. Là, ce qui a commencé, il faut voir les choses dans le long terme, ce qui a commencé cet été, c'est la formation d'un groupe qui tire ses compositions initiales de différents groupes. Parce que les trois pays fondateurs, les trois partis fondateurs, c'est le Fidesz hongrois qui vient du PPE, après un moment de suspension. C'est aussi, il vient de la droite classique. Il vient de la droite classique, le groupe où François-Xavier Bellamy siège pour les Français, notamment. Il y a aussi le FPE autrichien, qui est aussi fondateur. D'ailleurs, la fondation a eu lieu à Vienne. Et c'est le groupe Identité-Démocratie, d'où venait ce parti. Donc, la droite nationale type. Et puis, il y avait le parti d'Andrej Babiš, le Tchèque. Et ce parti-là, il était dans le groupe d'Emmanuel Macron. Le groupe Renew, c'est un parti initialement populiste attrape-tout et qui s'est structuré avec des positions plus conservatrices et une forme de rationalisation politique qui le rapproche de la droite nationale. Si bien que ce groupe entend raccorder toutes les bonnes volontés et il a vocation à s'étendre, notamment d'ailleurs même des groupes, les Espagnols de Vox qui faisaient partie du groupe parlementaire où Giorgia Meloni à la part du Lion, le groupe ECR, eh bien ces Espagnols ont rejoint le Fidesz. Voilà. Si on devait faire une distinction entre ces deux groupes, c'est que chez ECR, la question de la loyauté vis-à-vis des engagements transatlantiques, donc la géopolitique américano-centrée,
est indiscutable, alors que le débat est beaucoup plus libre chez Patriotes pour l'Europe dans ce cas-là. Ensuite, sur ce groupe politique, la question c'est de construire petit à petit, peut-être de vider le PPE de tous les partis membres qui ont encore quelque chose de véritablement droitier et de s'imposer dans la durée comme une alternative, mais Rome ne s'est pas fait en un jour. Un groupe libre avec peut-être des points de vue un peu différents, parce que le président de ce groupe est Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. On a le sentiment que sur l'Ukraine, ses engagements sont beaucoup plus forts et définitifs qu'un Viktor Orban qui semble vouloir plus composer avec la Russie. Oui, tout à fait. La liberté de ton existe là où dans d'autres groupes, il y a des dogmes très arrêtés. Voilà. La présidence hongroise doit aussi s'exercer pendant la mise en place, donc vous l'avez dit, des nouveaux commissaires, comme Stéphane Séjourné, par exemple, le calamiteux ancien ministre français, proposé comme vice-président exécutif chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle. La Hongrie a-t-elle les moyens d'empêcher ces nominations, même symboliquement ? Alors, elle ne les a pas pour empêcher des commissaires, puisque chacun vote au prorata de ses membres. Mais en plus, la Hongrie elle-même est très en difficulté, puisque le commissaire européen hongrois, s'est vu étrillé dans les audiences parlementaires et s'est vu retirer des compétences qu'il avait lors de la précédente mandature. Si bien que la façon que le système européen a de se venger de ces dissidents, c'est simplement en les dépouillant des oripeaux de l'influence et de la puissance qu'elle concède. Simplement, il faut observer qu'on ne fait jamais la politique de son pays ou la politique vraiment d'un intérêt national ou d'un intérêt européen bien compris dans ces conditions. On est le facilitateur des grandes évolutions législatives de l'Union européenne. Et donc, je dirais que là où on a beaucoup de poids, par exemple, le groupe ECR préside des commissions parlementaires, ça veut dire que précisément, ce sont des places assez honorifiques et que c'est pas là que se joue le pouvoir. Le pouvoir, on aura l'occasion d'en discuter, il est essentiellement dans les tractations au Conseil de l'UE, là où les États membres s'accordent et où parfois les décisions sont à l'unanimité. Donc une présidence de la Commission du Conseil de l'Union européenne, mais une incapacité à agir de manière législative parce qu'on est en période post-électorale, une difficulté à peser dans le Parlement européen parce qu'on n'est que la troisième force et un peu tenu par un cordon sanitaire, et impossibilité d'empêcher la nomination de commissaires européens, même les plus nuisibles ou les plus nocifs. La question, elle est simple. Est-ce que ça a servi, donc ces 6 mois ont servi à quelque chose ? La présidence de l'Union européenne, il ne faut pas imaginer que pendant 6 mois, on a un pouvoir, qu'on peut changer des choses, et puis qu'après on le transmettrait le témoin à un autre qui pourrait effacer. Non, c'est un travail de courtier, un travail de facilitateur des enjeux du moment. Donc la Hongrie a fait adopter des mesures, a formé un consensus européen autour de la compétitivité, puisque à cause de la guerre en Ukraine, la cherté de l'énergie met l'industrie européenne et l'économie européenne en général dans une difficulté noire. Donc c'est là-dessus qu'il y a un enjeu où la Hongrie a pu travailler et trouver un consensus, là où en fait ce ne sont pas ces chevaux de bataille les plus conflictuels avec Bruxelles, quand on pense évidemment à la question migratoire, à la question du genre et aux questions militaires vis-à-vis de l'Ukraine. Un autre point où la Hongrie a fait avancer des choses à sa mesure, c'est qu'elle a réussi à obtenir le lever du veto autrichien sur l'extension de l'espace Schengen à la Roumanie et à la Bulgarie. On va en reparler, si vous voulez bien, Thibaut Gibelin, parce que c'est important, car il se passe aussi beaucoup de choses en Roumanie actuellement, et il faut regarder cela de près. Retour, néanmoins, le 9 octobre au Parlement européen, au-delà de toute diplomatie. Alors, on a vu une opposition très forte entre Viktor Orban et la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Orban s'adressant à von der Leyen en ces termes: ce que j'entends de votre part est de la propagande politique. Alors là, on n'est pas dans l'ambiance feutrée des assemblées. Oui, en fait, c'est le moment où on attendait une forme de règlement de compte du point de vue de la majorité de gauche du Parlement européen. Il s'agit de mettre le méchant Viktor Orban, qui est un peu le mouton noir de l'Union européenne, devant ses manquements, etc. Et pour ceux qui ont pu regarder soit les débats dans leur intégralité, ce qui est un peu fastidieux, soit des extraits, on voit que Viktor Orban n'a pas eu de difficulté à rendre coup pour coup, et même on constate le degré d'immaturité et le goût du scandale des députés de gauche, notamment Valérie Ayer pour la France, qui
se fait plaisir, vous voyez, en désignant la Hongrie comme un mauvais élève qu'il lui appartient de rééduquer, de redresser. L'important de cette séquence, c'est que, d'une part, c'est une confrontation qui montre où est, je dirais, la probité et le bon sens, et où sont les excès et les fantaisies idéologiques. L'autre point, c'est que ça permet de mettre au clair le niveau de la confrontation vis-à-vis, en ce qui concerne Viktor Orban, vis-à-vis de son électorat. Puisque on est exactement dans la même situation de ce premier débat qui avait eu lieu au Parlement européen. Viktor Orban est seul face à l'Assemblée, c'était en 2012, et c'est Daniel Cohn-Bendit qui avait eu les pics les plus sévères. L'idée, c'était de bien montrer que, en amusant l'hémicycle de ses sarcasmes, il fallait mettre de côté les mauvais élèves, les illibéraux. Mais en fait, la réalité, c'est que ça a scandalisé les Hongrois qui ont vu ces échanges et que ça a créé un consensus autour du Premier ministre. Donc en fait, Viktor Orban a aucun problème à accueillir cette conflictualité. Au contraire, il en joue parce que c'est précisément le côté caricatural de l'opposition libérale qui le recentre et qui fait de lui l'avocat de l'intérêt national en Hongrie. Vous voulez dire que quand on est contre Ursula von der Leyen, les populations suivent ? Oui, il y a évidemment une polarisation où ces bonzes, si je puis dire, ces fonctionnaires européens, ces gens qui ont une influence absolument immense, sont par ailleurs, n'ont pas de point d'appui. Voilà, ce sont des gens au pied d'argile, mais on aura l'occasion d'en discuter. Pour l'instant, Ursula von der Leyen est évidemment bien partie pour diriger l'exécutif européen, la Commission européenne, pendant 5 années supplémentaires. Le slogan de la présidence hongroise était « Make Europe Great Again ». Cela rappelle évidemment le slogan de Donald Trump. Les relations entre Orban et Trump, 47e président des États-Unis, sont des relations qu'on pourrait dire privilégiées. Thierry Breton rapporte cette information, il le dit au micro de France Inter, il a bien choisi l'endroit. Donald Trump a dit « Le numéro de téléphone de l'Europe, pour moi, c'est la Hongrie, c'est Budapest ». C'est pas Thibaut Giblin, c'est le bureau de Viktor Orban. C'est vraiment une relation très privilégiée. On a même le sentiment amical. Alors, il faut se méfier des amitiés en politique, parce qu'évidemment, chacun défend son intérêt national. En revanche, c'est vrai qu'il y a un respect d'homme à homme. D'abord parce que l'un et l'autre ont eu le courage de s'affranchir de la peur des médias dominants et de la doxa. Et puis, chose très importante, qu'est-ce que ça veut dire que Viktor Orban est le numéro de téléphone de l'Europe pour Donald Trump ? Ça veut dire que si on prend un autre téléphone, que ce soit l'Élysée, que ce soit le chancelier allemand ou autre, ou évidemment Ursula von der Leyen, on s'adresse aux émanations européennes du deep state américain, de l'État profond américain. C'est-à-dire que Donald Trump se trouve en fait face à des poupées du Parti démocrate américain, à des leaders qui sont acquis en fait à des décisions qui sont entérinées hors d'Europe. Et si on veut savoir ce qui se passe en Europe vraiment, en passant au-delà de l'écran de fumée de la communication et des discours tout faits, que ce soit par les cabinets McKinsey ou par de bons amis des États-Unis, dans ce qu'il a de vendetta profond, eh bien, il faut s'adresser aux chefs d'État qui ont construit leur puissance, leur légitimité, leur succès durable en dehors de ce parrainage. Et il se trouve que cette personne en Europe, c'est Viktor Orban. Par ailleurs, l'amitié entre les deux hommes est due au fait que Viktor Orban est le seul chef d'État populiste à n'avoir pas été éphémère pour l'instant. Et donc, il y a eu même en amont des élections une concorde qui s'est soudée avec d'abord le soutien de Viktor Orban à la candidature de Donald Trump comme étant la meilleure chose possible pour l'intérêt national hongrois, et ensuite le fait que certaines méthodes, certains points de sens du travail politique et du sens politique que Viktor Orban a élaboré depuis maintenant une quinzaine d'années qu'il est au pouvoir en Hongrie, ont inspiré ceux qui ont préparé et exécuté la campagne de Donald Trump. Alors, l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche est l'avis général une mauvaise chose pour les intérêts de l'Europe. Dès lors, la convergence méga Make Europe Great Again et MAGA Make America Great Again n'est pas une bonne chose pour l'Europe. N'y a-t-il pas finalement un antagonisme fatal
entre l'intérêt européen, et donc notamment français, et l'intérêt américain. Mais c'est précisément là l'intérêt. Bien sûr qu'il y a des antagonismes. Mais notre pire problème, c'est de ne pas le savoir. Avec Donald Trump, on a un antagonisme qui est visible. Et on n'a pas une forme de maternage mondialiste bienveillant qui explique que, comme on va vers la paix perpétuelle et le meilleur des mondes, l'Europe n'a pas besoin d'être puissante. Et c'est exactement, ça m'avait frappé d'entendre par exemple les remarques de quelqu'un comme Raphaël Glucksmann, qui a dit après l'élection de Donald Trump, attention, maintenant il faut se prendre en main, il faut absolument que l'Europe devienne puissante. Parce que dans le cas contraire, si Kamala Harris avait été élue, il ne faut pas que l'Europe soit puissante. On voit bien que c'est précisément grâce à la dureté de Donald Trump, grâce à son côté sans concession, grâce au fait qu'il veut garder le leadership américain, mais il ne veut même pas en assumer les contreparties bienveillantes de puissance garante de l'ordre international, ce qui, en fait, en retour, nous donnait le sentiment d'être protégés. Nous ne le sommes pas. Et les États-Unis ne nous ont jamais protégés. Ils ont simplement joué la carte de leur présence, de leur occupation militaire de l'Europe depuis 80 ans, en étant au maximum dans le soft power en même temps que le hard power. Mais l'idée, c'est évidemment que l'Europe ne sera plus protégée par les États-Unis, et donc autant que tout le monde le sache. Et la victoire de Donald Trump, c'est pas une solution pour les Européens, c'est simplement le début d'une prise de conscience. À l'aune de cette interrogation, qu'est-ce qui est bon pour la France ? Je me permettrai de revenir à cela. La volonté de la présidence hongroise d'élargir l'espace Schengen à la Roumanie et à la Bulgarie. Est-ce que ça, c'est bon pour la France ? Alors, honnêtement, c'est assez c'est secondaire. Allez-y. Un petit élément qui devrait vous amener à réfléchir de très près. Ursula von der Leyen s'est félicitée de l'avancée de l'intégration de ces deux pays dans l'espace Schengen. Ça devrait vous inquiéter, non ? Alors, vous avez un point pour vous, évidemment. Là, on est sur une extension de l'intégration européenne. Donc, toute personne qui a des réserves, voire des oppositions sur cette intégration européenne, évidemment, va prendre le contre-pied. Il y a plusieurs échelles, si vous voulez, d'abord en termes d'économie macroéconomique, l'espace Schengen est déjà acquis pour ce qui est des ports et du trafic aérien avec ces pays. Donc là, c'est plutôt le fait que ces deux pays, qui sont parmi les plus pauvres de l'Union européenne, sont isolés sur le flanc oriental et font aussi que la Hongrie, la Slovaquie sont un cul-de-sac de l'Union européenne. Là, ça permet, si vous voulez, d'avoir ce bassin du Danube qui tout entier rejoint la sphère européenne. Alors c'est évidemment plus la tradition de la Mitteleuropa sous domination germanique que l'intérêt français, qui est plutôt celui de la frontière sur le Rhin, de la domination sur la Belgique, de la domination sur l'Angleterre, sur la Catalogne et sur l'Italie du Nord. Vous voyez, on n'est pas sur cet espace de grande France, mais la France est déjà dans cet espace intégré. En revanche, pour la Hongrie par exemple, son premier territoire stratégique, c'est le bassin des Carpates. Le bassin des Carpates, sa plus grande composition, c'est la Transylvanie, avant même la Hongrie proprement dite. Donc le fait d'être coupé par des frontières avec des heures d'attente pour passer, etc., ça limite même la proximité des Hongrois des deux côtés de la frontière. Je ne vous avais pas vu défenseur de l'espace Schengen, c'est quelque chose que je ne voyais pas venir. Alors au contraire, même je dirais pour ces pays-là, l'espace Schengen est un retour à l'ordre normal, c'est-à-dire que le fait de mettre des frontières douanières dans ces petites économies, qui tout ensemble sont moins grandes que la France, c'est une manière de les scléroser. Donc évidemment que c'est un intérêt plus pour ces pays-là. En fait, ça concerne peu la France, parce que de toute façon, faut savoir que nous sommes ouverts sur le monde entier. Et que c'est depuis les années 1980 que la France a des échanges, des délocalisations à son détriment avec des pays en Europe et des pays hors d'Europe. Donc ça renvoie même pas, si vous voulez, à la question de l'espace Schengen. En revanche, l'espace Schengen, ça permet d'avoir cet espace économique qui est un petit peu l'objet initial de l'Union européenne et qui n'était pas nécessairement censé impliquer l'union politique. Vous voyez, on peut aller loin dans cette espèce d'intégration économique et douanière, ce qui était vraiment le projet initial, qui n'est que étendu à ces pays qui sont quand même rentrés dans l'UE en 2007.
Mais ça ne veut pas dire que les pays n'ont pas leur droit de veto, ça ne veut pas dire que les pays n'ont pas leur mot à dire et n'ont pas leur agenda stratégique dont ils disposent parfaitement en souveraineté. Alors un point pour vous, Ursula von der Leyen a fait cette déclaration avant de s'apercevoir qu'en Roumanie, par exemple, le peuple à nouveau votait mal. Oui, c'est une nouvelle extrêmement récente. Candidat souverainiste anti-guerre en Ukraine, qui était attendu à 8% dans les sondages et qui, je crois, a fait 23 ou 24% au premier tour, donc hier dimanche. En arrivant en tête. En arrivant en tête. Alors, la Première ministre est arrivée en troisième. Elle est donc battue et ne peut pas se représenter au deuxième tour. Une évolution impressionnante. Une évolution rapide. Nationaliste en quatrième position. Oui, évolution rapide et qui en dit long sur le fait qu'il faut se méfier de l'eau qui dort. Ce qui veut dire que la Roumanie, pour l'instant, on voit que parmi les pays frontaliers de l'Ukraine, la Hongrie et la Slovaquie sont très réticents à l'aide militaire et à toute aventure militaire. Et pour ce qui concerne la Slovaquie, depuis le retour de Robert Fico, il y a un peu plus d'un an au pouvoir à Bratislava. La Pologne, c'est un pays particulier, puisqu'ils ont un sentiment national anti-russe qui est structurel, et ils ont aussi ce soutien qui semble très fort de toute la puissance anglo-saxonne qui fait d'eux leur porte-avions accolé comme ça à l'Ukraine pour la soutenir à bout de bras jusqu'à ce qu'elle meure vidée de son sang visiblement. Les Roumains, c'est un pays latin, ils sont pas slaves, c'est un pays qui a toujours dans ses alliances politiques été d'une élasticité, d'une souplesse, voire d'une versatilité complète. Donc c'est assez étonnant qu'aussi longtemps ils aient accepté de devenir la base militaire tout près d'Odessa, tout près de régions d'ailleurs de ce sud-est, de ce sud ukrainien qui lui est russophone d'ailleurs et qui a toutes les chances d'être un futur champ de bataille vu l'évolution catastrophique de la situation. Donc dans cette condition, en fait, la Roumanie vient de se réveiller visiblement. Est-ce que ça suffira ? C'est pas dit, puisque on a, il me semble, 2 semaines avant les élections, avant le deuxième tour, ou peut-être une semaine, mais l'organisation du deuxième tour et la marge manquante pour atteindre 51% est quand même considérable. Bien sûr. Et puis les élections, c'est comme en France, en Roumanie, c'est toujours plein de surprises et c'est assez rocambolesque quelquefois. En janvier prochain, ce sont les Polonais qui prendront le relais de la présidence hongroise. Est-ce que l'on va vivre une rupture, notamment en ce qui concerne le conflit entre l'Ukraine et la Russie, par rapport à, bien évidemment, la présidence hongroise, celle dont nous parlons? Alors, cette guerre, elle est, je dirais, l'enjeu de très grandes puissances. La question, c'est qu'est-ce que la Russie de quoi la Russie peut-elle se contenter pour avoir des garanties de sécurité suffisantes et aussi pour justifier vis-à-vis de sa population les sacrifices immenses qui ont quand même été consentis. Et à ça s'ajoute autre chose, c'est qu'en fait le régime de sanctions est favorable à la Russie pour lui imposer des réformes pénibles et une plus grande autonomie, moins se reposer sur les hydrocarbures, etc. Côté américain, on sait combien la Maison-Blanche ne décide pas de tout aux États-Unis et que la force d'inertie est absolument considérable. Je lisais récemment que les sénateurs républicains ont désigné pour les représenter quelqu'un qui n'aime pas du tout Trump, et donc qui est en mesure d'exiger et d'extorquer beaucoup en fait de la Maison-Blanche, de marchander le soutien du Sénat aux réformes qu'entend mener Donald Trump. Donc Donald Trump ne peut pas se permettre, je suppose, simplement de laisser tomber l'Ukraine comme Joe Biden a laissé tomber l'Afghanistan. Donc et peut-être allons-nous en poussant comme ça jusqu'à dans ces retranchements les dernières possibilités de guerre et les ressources de l'Ukraine, peut-être allons-nous arriver à un effondrement complet du pays dans l'année ou les 2 ans qui viennent, ce qui là laisserait aux Russes la possibilité d'avancer sans trop de résistance et de s'arroger les parts du territoire qui les intéressent, ce qui serait en fait véritablement dramatique pour la crédibilité de l'OTAN et ce supposé protecteur américain.
Ce serait aussi, par exemple pour la Roumanie, une véritable catastrophe, puisque là c'est sur la frontière roumaine que se rapprocherait l'armée russe à proprement parler. Par exemple, on peut penser que la Pologne va mettre l'accent sur la réduction de la dépendance énergétique, surtout vis-à-vis de la Russie, en accélérant la transition énergétique ou en soutenant les technologies européennes. Et là, c'est quand même pas dans la continuité de la politique d'Orban. Bien sûr, simplement, pendant ce temps, depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans, la Hongrie a démultiplié ses partenariats, notamment avec les pays de la Caspienne, avec l'Azerbaïdjan, avec du gaz qui transite via la Turquie, un projet aussi de gazoduc qui traverse la mer Noire directement et qui relie du coup la Géorgie à la Bulgarie, qui intègre l'espace Schengen. Donc on essaie de trouver des recours. La Hongrie souffre d'être dépendante de la Russie et fait tout pour diversifier ses apports. Simplement, dans la mesure où il y a de l'énergie peu chère en Russie, il faut en profiter. C'est ce pragmatisme-là dont l'UE refuse en fait l'application depuis 2 ans et demi. 2 questions assez simples alors. La situation actuelle économique de la Hongrie, en 2 mots. Alors bien évidemment, moi je parle de Budapest. Budapest, c'est pas la Hongrie, Paris, c'est pas la France. On a vu des fois une ville en plein essor économique impressionnant, des fois en repli économique tout aussi impressionnant. Quelle est la situation à Budapest et plus largement sur l'ensemble de la Hongrie en quelques mots seulement? L'inflation est un énorme problème. Et le forint, la devise nationale hongroise, est à la baisse vis-à-vis de l'euro. Donc cette situation-là est difficile et elle cause du mécontentement. Par ailleurs, le chômage est très bas et l'industrialisation de la Hongrie se poursuit avec une meilleure valeur ajoutée dans la production industrielle, donc des gains à l'export et une balance commerciale qui est largement excédentaire. Voilà en quelques mots ce qu'on peut dire de la situation actuelle. Orban, fin de règne ou pas? Évidemment que l'élection de Donald Trump laisse à penser que Viktor Orban n'est pas simplement quelqu'un qui maintient à bout de bras quelque chose de voué au désastre et à la défaite parce que le sens de l'histoire est écrit. On est plutôt sur une idée de volontarisme. Et de ce point de vue, les élections sont dans 1 an et demi. Et on a... Parce que les précédentes étaient difficiles. Les élections européennes ont été assez difficiles, mais le Fidesz a quand même remporté la mise avec 45% des voix, ce qui pour un pays avec 14 ans de pouvoir et d'usure du pouvoir est évidemment un succès. Simplement, vous avez raison de le souligner, il y a un nouveau parti politique qui a émergé avec une figure très clivante, très populiste, qui arrive à séduire, puisqu'il n'y a pas de bilan, les mains propres, etc. Mais reste à savoir qu'est-ce que le contenu de ce parti pourra apporter aux Hongrois. Et de ce point de vue, les expériences répétées et la reconnaissance aussi internationale du Fidesz et de Viktor Orban plaident dans l'intérêt de ce dernier. Allez, dernier point dans cette actualité aussi de la Hongrie. Le pays défend la loi protection des enfants face à la promotion de l'idéologie du genre et dans un procès historique devant la Cour de justice de l'Union européenne. Alors c'est une bataille juridique dont on a le sentiment qu'elle est perdue d'avance et elle pourrait entraîner, je l'ai lu, des sanctions graves pour la Hongrie, y compris, dit-on, la suspension de ses droits de vote au sein du Conseil de l'Europe européen, selon l'article 7 du traité sur l'Union européenne, mais je ne vous l'apprends pas. Cet article 7 a déjà été déclenché, notamment donc la Commission et le Parlement l'ont validé, mais il faut aussi que le Conseil sanctionne à l'unanimité. Or, notamment la Slovaquie, mais on peut aussi s'entendre à ce que l'Italie de Giorgia Meloni soit alliée de Viktor Orban en l'occurrence. Pour faire le lien avec votre question précédente, c'est typiquement le genre d'attaque juridique dont Viktor Orban se sert comme d'un vecteur d'unification de l'opinion publique derrière lui et qui isole son opposant Péter Magyar qui est du centre droit, puisque la question c'est avec nous on protège les enfants, on lutte contre la propagande LGBT, avec les autres ce sera tout le contraire. Rappelons que c'est une loi qui interdit la promotion de l'homosexualité et des transitions de genre dans les écoles et les médias sans le consentement explicite des parents. Voilà, c'est quelque chose qui aurait fait absolument consensus dans l'Union européenne sans aucun détail il y a une vingtaine d'années et qui maintenant fait l'objet précisément d'attaques judiciaires, comme vous le soulignez. Bien sûr, et ce procès pourrait établir un précédent évidemment juridique impactant tous les autres pays qui envisageraient des législations similaires. On suivra ça donc avec intérêt. Vous aurez donc l'occasion de revenir sur TVL dès que vous serez de passage en France. Merci beaucoup. Ce sera avec plaisir. Merci.